Il est 20 h, bonsoir à tous, bon week-end. Voici les titres de l'actualité. Nous reviendrons sur la belle victoire en rugby de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Premier test match de sa tournée dans l'hémisphère sud. Cela faisait 15 ans que les Français ne s'étaient pas imposés en terre All Black. Stop ou encore, où en est-on du conflit entre les agriculteurs et la grande distribution? Les rayons frais s'appauvrissent dans les supermarchés. Le gouvernement appelle à plus de contrôle sur les prix. Nous ferons le point dans un instant. En Iran, que faut-il penser de la très large victoire du président Ahmadinejad lors de l'élection présidentielle? Les partisans de son principal opposant, Mir Hossein Mousavi, eux, la contestent ce soir encore dans la rue. Ils parlent de manipulation des urnes. Nous irons à Téhéran. En France, le rappeur Joey Starr, condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, et cela pour des violences volontaires lors d'une rixe à Paris. Nous retrouverons Gérard Rolls pour faire le point sur l'une des courses les plus mythiques du sport automobile, les 24 heures du Mans, avec un face-à-face entre Peugeot et Audi. Enfin, nous irons à Cabourg pour le festival du film avec celui qui recevra ce soir le prix de l'acteur romantique de l'année. Benoît Poelvoort sera notre invité. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Cela faisait 15 ans déjà que l'équipe de France de rugby ne s'était pas imposée en terre néo-zélandaise. C'est pour cela que la victoire de ce matin marque les esprits. Un premier test match pour une tournée dans l'hémisphère sud qui ne pouvait pas mieux commencer. Julien Benedetto nous raconte tout cela. Une victoire retentissante. Pour la 4e fois de son histoire, l'équipe de France domine la Nouvelle-Zélande sur ses terres. Dans le vestiaire, juste après le match, c'est l'excitation. Ça c'est bandant. On les a battus une fois, on va se préparer pour les rebattre une 2e fois. Ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est énorme. Il faut vite le digérer, vite oublier, pour revenir à quelque chose d'encore plus grand à Wellington. Même plus peur. Les Bleus ont encore trouvé le secret pour battre la meilleure équipe du monde et son effrayant AK, comme en quart de finale de la Coupe du Monde 2007. À l'image de cette percée de François Trinduc, les Bleus font un début de match percutant. Le Montpellierin marque le premier essai du match, 18e minute, 10-3 pour la France. Mais où sont passées les terreurs néo-zélandaises? Servat aplatit en force le 2e essai tricolore 10 minutes plus tard, 17-3. Les Blacks se réveillent juste avant la mi-temps. Messam marque en coin et 2 pénalités plus tard, la Nouvelle-Zélande revient à égalité. Mais grâce à cette interception de Médard à 10 minutes de la fin du match, les Bleus se mettent définitivement à l'abri. Score final, 27-22. On est très content, très heureux. Il faut vraiment profiter de ce moment. C'est assez rare pour un Français. C'est vrai que ça arrive que tous les 15 ans que l'équipe de France vient gagner ici. Donc beaucoup de bonheur. Un succès historique qui a sûrement fait naître un sacré désir de vengeance chez les All Blacks. Revanche samedi prochain à Wellington. Des rayons frais de plus en plus clairsemés dans plusieurs supermarchés aujourd'hui, c'est l'une des conséquences du bras de fer entre les agriculteurs et la grande distribution. La tension était montée d'un cran ces dernières heures, elle semble, on va y revenir, s'apaiser, mais faisons d'abord un point sur les blocages des plateformes et des magasins. C'était le cas en Bretagne, reportage Éric Pinault et Gabriel Camilla. De la terre à l'entrée de ce centre Leclerc à Rennes, aujourd'hui 5 supermarchés ont été bloqués par les agriculteurs en Ille-et-Vilaine. Impossible d'y faire ses courses. Le panier est vide, là, oui, il y avait même un petit peu pour les surgelés. On revient à vide, c'est pas grave, on va trouver d'autres solutions. Les paysans ont voulu toucher au porte-monnaie de la grande distribution. Parking désert, ici la direction a préféré fermer. Les agriculteurs s'expliquent devant les rares clients. Aujourd'hui, les magasins Leclerc n'ont jamais fait autant de marge. Et au détriment du consommateur et du producteur. Simultanément, les agriculteurs occupent un peu plus loin la plateforme logistique du groupe géant Casino. Tous ces produits devraient remplir les rayons de 110 magasins du Grand Ouest, mais depuis dimanche, plus rien ne sort. Dans les frigos, fruits et légumes en souffrance sont définitivement perdus. Ces produits, dès qu'ils vont être mis à température ambiante, donc vont subir un choc thermique et de ce fait vont évoluer très vite. Donc ce produit n'est malheureusement plus consommable et partira lui aussi également, malgré sa beauté apparente, en destruction. Au total, une dizaine de tonnes, c'est ça? Au total, une dizaine de tonnes, je confirme. Ce soir, de nombreux blocages sont levés, mais les agriculteurs ont déjà prévu de revenir s'ils n'obtiennent pas toute la transparence sur les prix. Alors les barrages sont donc en train d'être levés. La FNSEA n'avait pourtant pas donné de mot d'ordre à sa sortie de la réunion à Bercy avec le ministre de l'Agriculture, Michel Barnier. Celui-ci a promis que le gouvernement allait renforcer sa politique de contrôle des prix et des marges avec des sanctions à la clé. Affaire à suivre donc.
Dans l'actualité à l'étranger, on va prendre la direction de Téhéran dans un instant. Là-bas, Mahmoud Ahmadinejad a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, largement vainqueur d'ailleurs, avec plus de 62% des suffrages. Une nouvelle victoire pour le président ultra-conservateur qui est contesté, vous allez le voir, par les partisans de son principal adversaire, Mirhossein Mousavi. Ils l'ont exprimé dans la rue et des affrontements ont toujours lieu ce soir à Téhéran. Renaud Bernard. La colère des jeunes Iraniens. On leur a volé la victoire de Mousavi. Cet après-midi, ils sont des milliers dans les rues de Téhéran. Ces images proviennent du téléphone portable d'un manifestant. La jeunesse crie à la dictature. Mais en Iran, on ne conteste pas les résultats officiels. Ces motos, ce sont les voltigeurs de la police. Ils sont là pour réprimer à coups de bâton. Ces étudiants sont impitoyablement arrêtés. Ils risquent des dizaines de coups de fouet et plusieurs mois de prison. Ce soir, à la télévision iranienne, Mahmoud Ahmadinejad vient de s'exprimer. Aucune référence aux émeutes. Le président réélu parle simplement de grandes victoires, libres et saines. Le candidat battu, Mirhossein Mousavi, conteste sa défaite. Il accuse le pouvoir d'avoir fraudé. Ils ont empêché nos observateurs de travailler. Ils ont attaqué nos bureaux. Pour fausser la donne, les mollahs n'auraient rien négligé. Consignes de vote diffusées dans les mosquées. Procuration extorquée de force pour verrouiller le scrutin. Ce soir, les gardiens de la révolution lancent un avertissement aux manifestants. Le bras armé des mollahs se dit prêt à réprimer toute tentative de révolution. Et on va tout de suite retrouver sur place à Téhéran Antonia Rados. Bonsoir. Vous avez pu suivre ces dernières heures les manifestations de l'opposition. Alors que s'est-il passé et quelle est la situation surtout ce soir ? Les manifestations ont commencé au centre de Téhéran ce matin, devant le siège électoral du candidat Mousavi. Il y avait des jeunes qui sont venus, qui parlent de la fraude électorale. Il y avait aussi des femmes qui sont venues pour dire qu'ils ne sont pas contents que Ahmadinejad est le nouveau président, qui ne croient pas du tout aux résultats officiels. Il y avait de plus en plus de gens qui venaient. Il y avait aussi beaucoup de police qui venaient. Et surtout les Basiji, la jeunesse islamique, qui participe à essayer de contrôler les manifestations. Toute la journée, ces manifestations ont continué. Ce soir, ils sont aussi devant la télévision iranienne. Il y a des forces police qui essaient de protéger ces télévisions et toutes les autres places importantes de Téhéran. Antonia Rados, est-ce qu'on peut envisager que ce mouvement aille jusqu'à une, entre guillemets, révolution de velours ou pas du tout ? Il faut vraiment faire attention en ce moment-là. Mousavi jusqu'à maintenant a dit qu'il va seulement contester les élections, mais il n'a pas demandé de manifester. C'est tout à fait des manifestants spontanés, mais il y a aussi beaucoup de peur en ville. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas du tout aller dans la rue et qui ont peur de la violence dans cette nuit. Prudence donc. Merci beaucoup Antonia Rados à Téhéran ce soir. Voilà, interview réalisée il y a quelques instants. Alors cette situation et les résultats de ces élections sont suivis de très près par la Maison-Blanche. On va tenter d'en savoir plus en partant à New York. Bonsoir Martine Laroche-Joubert. Alors est-ce que ces résultats sont un frein aux espoirs émis par Barack Obama il y a quelques jours encore de rétablir des relations plus apaisées avec Téhéran ? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une sorte de coup dur pour la stratégie de Barack Obama, pour sa diplomatie de la main tendue vers l'Iran. Certes, il avait dit qu'il était prêt à discuter avec n'importe quel dirigeant iranien, mais il aurait sans doute préféré que ce soit Mousavi le vainqueur. Il l'avait plus ou moins laissé entendre hier, en comparant les élections au Liban avec celles de l'Iran, en disant que ce qui s'était passé au Liban pouvait se passer en Iran, et que les gens étaient prêts pour de nouvelles possibilités. Il espérait aussi sans doute que son discours du Caire avait convaincu certains de ne pas voter pour les extrémismes, en jeu bien sûr le nucléaire iranien. Alors aujourd'hui la Maison-Blanche se déclare suivre de très près la situation en Iran et se déclare préoccupée par toutes les accusations d'irrégularité.
Merci Martine. Voilà pour le dossier iranien. Un mot maintenant d'une autre zone de tension internationale. En Corée du Nord, la provocation est toujours de mise. Le régime de Pyongyang menace aujourd'hui de riposter militairement à toute tentative d'isolement de son pays. Hier, le Conseil de sécurité avait à nouveau condamné l'attitude de la Corée du Nord. Les familles de victimes veulent en savoir plus sur la catastrophe du vol AF447. Pour le moment, un peu moins du quart des passagers ont été à ce jour retrouvés. Et à Recife, là où les corps font l'objet d'analyse, notre équipe a pu rencontrer certains membres de ces familles qui s'interrogent. Sauront-ils un jour ce qu'il s'est passé? Reportage Lionel Feuerstein et Jacques Dubose. C'est un homme seul, perdu, qui se présente ce matin devant la base militaire de Recife. Martin Van Sluis a perdu sa petite sœur Adriana dans le crash. Aujourd'hui, il veut comprendre, être au plus près des recherches. Je suis venu voir ce que les militaires pouvaient me dire. Combien de débris ils avaient, s'ils avaient retrouvé de nouveaux morceaux de l'appareil. Je le fais pour ma sœur, pour ma famille. Ma mère est très triste à Rio. Hier, elle était au bord de la dépression. Pendant 10 minutes, le frère d'Adriana a pu s'entretenir avec des officiers de presse qui l'ont rassuré. Mais il n'a pas vu les premiers débris de l'appareil. Les familles qui viendront seront évidemment reçues. On écoutera leurs suggestions, leurs critiques, car ces familles ont tout le droit de recevoir des informations et de s'exprimer comme elles veulent. Hier, pourtant, les médecins légistes ont refusé de lui montrer les photos des 16 corps en cours d'identification. Ils m'ont dit que c'était une enquête très difficile, car les corps sont en très mauvais état. Ils m'ont dit que je serais déçu de toute façon, car je ne serais pas capable de reconnaître ma sœur. Les familles attendent aussi désormais beaucoup de l'enquête. Ce matin, des experts indépendants brésiliens ont annoncé qu'au vu des premières images des débris, l'avion d'Air France était sans doute disloqué au-dessus de l'Atlantique de manière soudaine. Une thèse qui reste à confirmer par les inspecteurs du BEA. Des questions, des doutes et de l'émotion que l'on retrouve également ici en France. Et aujourd'hui, elle était forte à Lège-Cap-Ferré en Gironde. Une messe était organisée afin de rendre hommage à Pierre-Cédric Bonin, le copilote de l'avion, et à son épouse disparue également. Des membres du personnel d'Air France étaient présents bien sûr aujourd'hui. Écoutons ce soir le témoignage de l'un de leurs amis. Il est copilote lui aussi. Pour le personnel Air France, c'est un gros choc. On a besoin de savoir ce qui s'est passé réellement. Nous montons dans les avions régulièrement. Nous avons besoin d'avoir des réponses aux questions que nous nous posons. Et pour la famille et les plus proches, maintenant, il va falloir vivre avec, se reconstruire. Ne pas les oublier, bien sûr. On continue à vivre, on continue à travailler. Dans le souci de la sécurité, on fait notre travail. Avec un poids supplémentaire. Mais il faut faire avec. Il faudra qu'on ait des réponses. On espère qu'on trouvera... les boîtes noires, ça serait l'idéal. En tout cas, l'enquête fera son travail, j'espère. Voilà, propos recueillis par Francis Moisoyer et Bernard Bonarme. L'actualité sociale avec la nouvelle journée d'action des 8 centrales syndicales aujourd'hui à Paris et en province. Manifestation une fois encore contre la politique du gouvernement face à la crise. Les leaders semblent déçus par la mobilisation et les tensions entre organisations commencent même à se faire sentir. Fabien Chadeau et Mathias Barrois. Tous unis, mais beaucoup moins nombreux derrière les banderoles. On était loin de l'affluence des dernières manifestations. La CGT le reconnaît, la mobilisation est en dessous de ses attentes. L'attention des médias a plutôt été focalisée sur les échéances politiques et moins sur les messages des responsables syndicaux. On a peu parlé de ce rendez-vous, beaucoup découvrent qu'il y avait des manifestations aujourd'hui. Autre explication, les syndicats étaient divisés sur les moyens d'action et personne aujourd'hui ne veut en endosser la responsabilité. Une journée de grève, pour qu'elle ait une chance d'être réussie et qu'elle pèse sur le gouvernement et le patronat, il faut que ce soit l'ensemble des syndicats qui y appellent. Pour le moment, on est un peu seul à dire ça. Moins de monde, mais une détermination toujours aussi forte pour contester la politique du gouvernement. Je suis en colère parce que le gouvernement maintient son cap, bien qu'on lui répète de manière incessante que c'est pas légitime et c'est pas ce qu'il faut pour l'ensemble de la population. L'objectif des syndicats, maintenir la pression sur le gouvernement à la veille des vacances. On prend date. S'il n'y a pas de bonne décision cet été avec le gouvernement pour aider les personnes en difficulté, avec le patronat dans les négociations, à ce moment-là, il y aura une rentrée très agitée. Les partenaires sociaux ont rendez-vous à l'Elysée début juillet pour dresser un premier bilan des mesures anti-crise du gouvernement.
Dans 48 heures, la saison de la pêche au thon rouge sera terminée en Méditerranée. L'Union européenne a, vous le savez, fixé des quotas très stricts afin de maintenir la reproduction de l'espèce. Une décision qui pénalise les marins pêcheurs, d'autant que d'autres navires non européens, eux, ne se privent pas de poursuivre leur activité. Notre équipe s'est rendue à bord d'un bateau militaire français qui est chargé de surveiller l'application de cette mesure. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Philippe Visserias et Karine Guillaumin. Ils l'ont repéré à 170 km au large des côtes libyennes. Un thonier français, immatriculé à 7, filet déployé, en pleine action de pêche. L'hélicoptère de la Marine nationale donne immédiatement l'alerte à la frégate Surcouf qui patrouille dans la zone. Depuis un mois, ce bâtiment, plus habitué aux missions de renseignement militaire, surveille l'activité des pêcheurs de thon rouge. Premier contact établi. Immédiatement, on met le Zodiac à l'eau pour entamer le contrôle. À bord, des inspecteurs des affaires maritimes, plutôt tendus. Si ça chauffe, vous êtes notre récupération. Depuis des années, ces chalutiers ultramodernes sont accusés de pêcher à outrance et de faire disparaître la population de thon rouge. Accompagnés des militaires, les inspecteurs montent à bord, mais notre caméra n'est pas la bienvenue. Pendant le contrôle, la pêche continue. Le chalutier ne remonte pas les thons emprisonnés dans ses filets, mais les transfère vivants dans une cage flottante. La marine envoie alors des plongeurs dans la cage, au milieu des thons, pour les filmer, en estimer le nombre et la taille. Pendant plusieurs mois, ces thons rouges seront engraissés dans des fermes marines, puis transportés au Japon, où un thon adulte sera vendu entre 5 et 20 000 € pièce. Les plongeurs mesurent les poissons morts, car il est désormais interdit de pêcher des thons trop jeunes, de moins de 30 kg. Là, c'est vraiment des petits. Les plus petits font moins d'1 mètre. Et les plus gros, il n'y a même pas de 2 mètres. Comme tous les thoniers européens, le Saint-Sophie François III doit respecter des quotas de pêche. Pour lui, 91 tonnes de thon maximum. Ce matin-là, à quelques jours de la fermeture de la saison, ces pêcheurs s'estiment loin du compte. Le poisson, il n'est pas sorti encore. Parce qu'il est encore dans les oliviers. On a demandé une rallonge de 5 jours parce que bon, nous, on n'a pas atteint le quota. Finalement, le Saint-Sophie François repart. Aucune infraction n'est constatée. Les inspecteurs, eux, partent sur un autre contrôle. Il va falloir mettre l'échelle, monsieur là. Un chalutier maltais, un équipage égyptien, plutôt surpris de la visite. Vous avez combien de thons dans vos cages? Je ne sais pas exactement. Il manque 3 déclarations de transfert. Et on va regarder ce qu'il y a dans les cales, s'il a du poisson mort dans les cales. Des thons rouges pêchés clandestinement qui auraient été cachés à bord. Fouilles des cales et même des réservoirs à gasoil devant un équipage médusé. Ils sont surveillés, mais ça vaut le coup parce que l'espèce est quand même en danger, quoi. Certains pêcheurs européens se plaignent de ce qu'ils vivent comme un harcèlement, comme ce patron sicilien. Certains bateaux pêchent le thon dans les eaux libyennes et personne ne les contrôle, alors que nous, les Italiens, les Français, les Espagnols, nous sommes super surveillés. La pêche au thon rouge se termine officiellement lundi. Sauf dérogation, les centaines de chalutiers présents entre Malte et la Libye devront quitter les zones de pêche. Pour le Surcouf, c'est une nouvelle mission qui commence. S'assurer que les bateaux de pêche qui ont reçu l'ordre d'interrompre leur travail rentrent bien à leur port. Voilà pour ce grand format. Il est 20h16. À suivre dans un instant la condamnation à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme pour le rappeur Joey Starr, condamné à nouveau pour des faits de violence. Nous irons faire le point sur le circuit des 24 heures du Mans. Peugeot défie Audi dans la course mythique. Et puis nous retrouverons un acteur qui sera consacré ce soir, acteur romantique de l'année. Benoît Poelvoorde sera honoré au festival du film de Cabourg. Mais avant cela donc, pourquoi Joey Starr a fait l'objet hier soir d'une condamnation à 6 mois de prison ferme? Retour sur les faits et sur le destin judiciaire mouvementé du rappeur avec Karine Comazzi et Vincent Bouffartille. Septembre dernier, le retour de Joey Starr et NTM, celui qu'on surnomme le Jaguar, est toujours aussi indomptable à la scène et à la ville. Face A, 20 ans de carrière d'un rappeur surdoué. Face B, 13 ans de frasques judiciaires, 14 condamnations, dont 5 pour violence. Dernier incident en date au petit matin du 1er juin. Il croit être insulté par 5 jeunes gens. Il attaque leur voiture à coups de hachoir. M. Morville a prémédité son acte puisqu'il avait quand même pris le soin de rentrer chez lui, de s'armer de cette feuille de boucher dont on a appris par la suite qu'elle mesurait 27 cm. 2 ans de prison dont 6 mois ferme, Joey Starr est écroué. Il avait déjà, lorsqu'il s'est présenté au commissariat, entrepris une démarche thérapeutique pour dominer les démons qui existent encore en lui.
Docteur Morville et Mister Star, une cohabitation destructrice depuis plusieurs années. En 99, il agresse une hôtesse de l'air à Montpellier, 2 mois ferme. 4 mois plus tard, c'est au tour de son ex-compagne, 6 mois ferme. Des violences conjugales encore en février de cette année, 3 mois ferme. La condamnation et le placement en détention hier pourraient priver son public des concerts prévus pour juin. Joe Star doit décider ce week-end s'il fait appel. C'est bientôt l'heure du bac pour les 622 000 candidats. Les épreuves commenceront la semaine prochaine et ce soir, coup de projecteur sur un candidat pas comme les autres. À 78 ans, Denis Chardonnas a choisi de se lancer un défi. Reportage dans le Gard, Véronique Gaglione et Françoise Mazou. À 78 ans, il a l'âge d'être leur grand-père. Denis Chardonnas s'est senti tout de suite à l'aise avec ses élèves de terminale ES, même si l'école de son certificat d'études est loin, très loin de ce cours d'économie. J'ai quitté à 13 ans et demi, quoi. C'était des classes de 1943, c'était le poêle au fond de la salle, la corvée de balayage le matin, l'hiver il fallait préparer le poêle. C'est une époque. Donnez-moi des exemples de mesures qui peuvent encourager la recherche. Ou des fois ils participent, mais ils lèvent pas la main, mais ils participent, enfin à voix basse un petit peu, mais ils participent des fois. J'ai les réponses, c'est plus voilà. Ah, et ils trichent. Tous les autres cours, il les suit par correspondance. Mais l'économie, c'est son plus fort coefficient au bac et ça lui plaît de partager. L'autre jour, il leur parlait de mai 68, ils avaient un regard de quelqu'un qui l'a vécu. Et ça, c'était vraiment intéressant d'avoir un vrai témoignage. Il a fait carrière dans l'armée, mais a toujours rêvé de reprendre ses études. Pour sa femme, ce bac, c'est comme s'il décidait de grimper l'Everest. Mais elle n'a même pas cherché à le dissuader. Il a peut-être voulu se prouver quelque chose à lui-même. Et puis prendre une revanche, parce que quand il était à l'école, il était dans les premiers, il avait passé des bourses pour pouvoir continuer dans le secondaire, et il n'a pas pu. Point de vue financier, il n'a pas pu le faire. Pour moi, quand on n'a plus de rêve, il ne reste plus que les souvenirs. Hein? Et si on vit que de souvenirs, c'est qu'on a vieilli. Il redoute les maths et mise plutôt sur l'histoire géo. Il révise 3 à 4 heures par jour et s'il a son bac, il continuera peut-être à la fac si sa femme est d'accord. La page sport de ce samedi, et je vous rappelle que l'équipe de France de rugby s'est imposée 27-22 en Nouvelle-Zélande ce matin, 15 ans après sa dernière victoire. Dans l'actualité également, ce nouveau record de France du saut en longueur, record réalisé par Salim Sdiri, un athlète qui aurait pu croire que sa carrière s'arrêtait le 13 juillet 2007. À Rome, à Rontanzit. En bout de piste, Salim Sdiri est prêt pour le plus beau saut de sa vie. Course d'élan parfaite, le Français décolle. Atterrissage réussi, 8,42 m. Le record de France du saut en longueur vieux de 11 ans est battu de 12 cm. Je savais que je l'avais dans les pattes, ça fait longtemps que j'ai dans les pattes. Je sais en plus que je peux encore faire mieux. Même à 8,42, j'étais pas à fond, je courais pas encore à fond, je me suis pas entièrement lâché. Toujours faire mieux dans une carrière et une vie qui a failli s'arrêter le 13 juillet 2007. Ce jour-là, à Rome, Sdiri reçoit un javelot en plein dans le flanc droit. Blessé au foie et au rein, le Français doit s'arrêter de longs mois avant de reprendre la compétition. J'ai retouché les compétitions internationales, donc bon, ça y est, là je me suis remis dans le bain, j'ai ressauté loin, donc... Ouais, je suis reparti. Ce passionné de reptiles n'a pas fini de bondir. Pour Sdiri, 6e performance mondiale de l'année, une médaille au championnat du monde cet été à Berlin n'est pas un rêve impossible. Autre actualité ce soir, les 24 heures du Mans, la course automobile mythique Basson-Plein. Peugeot défie Audi. Alors que s'est-il passé depuis le départ en début d'après-midi? Eh bien on retrouve sur place Gérard Rolls. Bonsoir Gérard. Alors dites-nous tout sur ce match franco-allemand. Eh bien pour l'instant, on va dire ballottage favorable, comme on dit dans le journal de temps en temps pour les élections, pour Peugeot. 2 Peugeot sont en tête contre les voitures allemandes, avec un tour d'avance. C'était à 15 h cet après-midi, le départ. On savait que c'était une Peugeot qui avait été la plus rapide aux essais, Sarrazin. Là, c'est Montagny qui pilote la Peugeot numéro 8 et qui résiste déjà dès le premier tour à la voiture allemande Audi. Et Peugeot mène la course depuis 15 h. Nous en sommes à 5 h 20 de course.
Peugeot en tête. Et quelques petits problèmes pour Audi. Alexandre Préma, au bout de quelques minutes déjà, fait un tout droit dans le virage que l'on appelle Indianapolis. Vous voyez, Préma va tout droit, ça va très vite, ça va très fort. Il était presque à 300 à l'heure à ce moment-là. Arrêté par les graviers, bien, arrêté par les pneus, sauf qu'il a endommagé la voiture. Et c'est une image qui a été prise il y a quelques secondes. Apparemment, il y a un problème sur les ailerons, justement, de l'Audi. Et ils sont au stand, l'une des 3 voitures d'usine. Donc apparemment, il n'y a plus que 2 Audi en course pour l'instant. La voiture qui est en tête, c'est la Peugeot numéro 8 de Stéphane Sarrazin, Montagny et Bourdet. Et Sébastien Bourdet avait donc un tour d'avance. Comme je vous le disais, pour l'instant, le match avantage Peugeot. Merci Gérard et belle longue nuit au Mans et à demain. Une image, celle de l'ancien plus gros transfert de l'histoire du football, Zinedine Zidane. Zidane au sommet du Mont Blanc pour la bonne cause. Une escalade afin d'y déployer le drapeau d'ELA, son association qui lutte contre les leucodystrophies, mais également afin d'y marquer, vous l'avez vu symboliquement, le but, eh bien le but le plus haut d'Europe. Allez, le cinéma maintenant, et on part à Cabourg. On va retrouver Benoît Poelvoorde dans un instant, mais avant cela, l'atmosphère paisible de ce festival du film romantique avec Isabelle Bechler et Yann Moine. Cabourg et ses fantômes. La station balnéaire normande respire encore l'œuvre de Proust. L'hôtel sur la plage était un de ses refuges favoris pour écrire. Le lieu est tout naturellement devenu le centre de gravité du festival du film romantique. Les fans ne désarment pas pendant 4 jours, car le festival Bon Enfant permet le contact avec réalisateurs et comédiens. Sandrine Bonner en tête. Elle qui est devenue la marraine du festival depuis qu'elle a rencontré ici l'homme de sa vie. Nous avons tenté de trouver à Cabourg une définition du romantisme avec Sandrine et quelques autres. On est imprégné de Proust d'une certaine manière parce que quand on ne connaît pas Cabourg et qu'on lit et qu'on arrive à Cabourg, c'est évident qu'on l'a déjà vu, quoi. Quand on regarde la mer ou qu'on regarde les étendues, on voit que les phrases de Marcel Proust, elles nous amènent toujours à rebondir. C'est-à-dire qu'il y a une vague et puis il y a quelque chose derrière, il y a une lande de sable, après de l'eau et encore et encore. Et c'est ça qui est assez beau. Le romantisme, en tout cas dans la littérature, c'est souvent des gens désabusés qui reviennent à l'espoir. C'est rarement la naïveté comme on peut le croire. Coucher de soleil, people et photographes, quelques ingrédients étaient réunis pour une mise en scène du romantisme. Le romantisme, c'est un sentiment intense, violent et puissant. Ça n'est ni gnangnan ni cucu. Quant à Benoît Poelvoorde, il habitait le grand écran dressé sur la plage pour la projection de Coco avant Chanel, d'Anne Fontaine. Ni gnangnan, ni cucu. Bonsoir Benoît Poelvoorde, merci d'être avec nous. Alors vous voilà acteur romantique de l'année pour votre rôle dans le film Coco avant Chanel, film d'Anne Fontaine. Vous allez donc passer une bonne soirée. Vous aimez les récompenses ou pas? J'apprécie énormément les récompenses. En plus, cette récompense-ci me touche particulièrement parce qu'être un acteur romantique est une chose assez rare, je pense. Et c'est un prix qui me touche particulièrement, oui. Est-ce qu'il est vrai que vous ne regardez vraiment jamais vos films après le tournage? Et pourquoi? Oui, c'est vrai, oui. Parce que j'ai l'impression que mon travail est fini et que après ça, j'apprécierais le travail avec ce que j'appellerais des choses qui perturberaient, qui parasiteraient mon jugement, qui sont liées un peu comme si vous regardez dans une glace. Je pense que vous n'avez qu'une vision de vous assez simpliste et qu'en fait vous faites partie d'un film, d'une entité, et que quand vous vous regardez au cinéma, vous vous regardez vous et en fait vous nuisez à l'intégralité du travail. Et donc en fait vous pouvez être assez indélicat avec le réalisateur qui a fait le film parce que vous ne parlez que de vous sans vous en rendre compte. Ok, tout le monde s'accorde à dire que vous êtes vraiment exceptionnel dans ce rôle, le rôle d'un homme amoureux. Est-ce qu'il finalement il est plus difficile pour vous de jouer sur la sensualité à l'écran que de faire rire? Ça dépend des partenaires qu'on a. Hein. Et là ils étaient bons. C'est pour ça que je voudrais remercier parce que si j'ai reçu, si j'ai reçu cette récompense, je pense aussi que je le dois à mes aux deux personnes qui m'ont permis de le faire, c'est-à-dire Audrey Tautou qui a été ma partenaire et Anne Fontaine qui a été ma réalisatrice, qui m'a permis de pouvoir interpréter ce personnage auquel je ne croyais pas moi-même, puisqu'on n'a pas confiance en soi dans ce genre de personnage, en tout cas pour ma part, puisque j'ai plus l'habitude de faire rire. En même temps, c'est pas une question de facilité, c'est une question de confiance en soi. La difficulté de jouer des personnages amoureux, c'est d'avoir assez confiance en l'image qu'on ne veut pas donner de soi. Et en ce moment ça va, vous avez confiance en vous? Un peu de peine à l'accepter.
Ah ben monsieur, j'ai énormément de confiance en moi, dans la mesure où je sais que je vais faire la fête juste après cette interview et que je serai ravi de retrouver mes amis et de fêter ma récompense. Là-dessus, je ne me fais aucun souci. Pardonnez-moi de plisser les yeux, mais parce que j'ai la lumière un peu dans les yeux, le chef opérateur va être très déçu. Mais sinon, oui, je suis... En dehors de ça, quand on doit interpréter ce genre de personnage, pour ne pas faire des longues phrases, c'est toujours un petit peu inquiétant parce qu'il faut faire confiance à la personne qui vous filme. Mais après, vous regardez dans la personne avec qui vous jouez, si oui ou non vous êtes plausible ou pas, ou crédible. Donc je pense que cette récompense me touche profondément parce que c'est un film sur lequel j'avais absolument pas confiance en moi. J'ai eu confiance en Anne Fontaine qui m'a permis de le faire. Et c'est Audrey qui m'a permis de croire que j'étais crédible. En tout cas, de le croire pour moi-même. On sait que vous doutez parfois, et même tout le temps, je crois. Vous avez encore envie de cinéma, j'espère, en ce moment? Oui, alors ça, beaucoup de gens murmurent que c'est une phrase qui a été interrompue dans sa durée, parce que en fait, j'ai pas dit que je voulais arrêter le cinéma, j'ai dit que pour l'instant, j'avais fait un peu le tour, et qu'il n'y a rien de plus... Enfin, c'est un métier tellement incroyable de faire du cinéma. C'est une chance inouïe de pouvoir faire ce métier, que de le faire fatiguer. Il n'y a rien de plus dommageable, en tout cas pour ceux qui veulent le faire. Et donc à ce titre-là, il faut garder une énergie et un enthousiasme que j'ai peur de perdre. Et à ce titre-là, je me permets de dire que je m'arrête quelque temps pour pouvoir retrouver cet enthousiasme. Sinon, ce serait... c'est dommage, quoi. C'est comme courir sur un circuit sur lequel... vous n'avez pas de plaisir à conduire la voiture, ça n'a aucun intérêt. C'est un métier qu'on ne peut faire qu'avec le plaisir et l'envie de le faire. Sans enthousiasme, les gens le sentent, vous savez. Ça, j'en suis convaincu. Par contre, je pense qu'on peut mentir sur des tas de choses, mais pas là-dessus. Merci à vous et à très bientôt donc pour retrouver votre enthousiasme. Merci Benoît Poelvoorde. Allez-y, bien sûr. Pardon. Si je peux me permettre un tout petit mot, je voudrais saluer, je me permets de saluer vraiment quelques secondes, je voudrais saluer Safi Nebou, qui est un réalisateur avec qui je viens de tourner, qui est un grand fanatique de ce festival, qui a tourné 2 fois avec la présidente de ce festival et la marraine de ce festival, qui est Sandrine Bonner, qui m'a donné confiance pour pouvoir refaire un film avec Gérard Depardieu après, qui s'appelle, ça s'appelle de la promo, qui s'appelle Signé Dumas, et je voulais absolument en parler parce que sinon l'attaché de presse va me casser les ongles. Je ne voudrais pas que cette soirée se termine mal. Non, vous avez bien raison, et profitez de J'embrasse sa fille qui est là à 2 chambres de la mienne et je vous remercie de votre attention. Je vous en prie et à très bientôt. Au revoir. Une petite carte postale, non pas de Cabourg maintenant, mais envoyée du Cap d'Antibes où il a fait chaud aujourd'hui, près de 30 degrés à l'ombre. Des températures qu'on va retrouver un peu partout en France. Quel temps pour demain? On le verra dans quelques instants avec la météo de Nathalie Riouet. Un coup de projecteur maintenant sur un salon à Paris, pas comme les autres, le premier salon international du meilleur ami de l'homme. Je vous rappelle qu'il y a en France près de 10 millions de chiens, défilés, concours de beauté pour passionnés. Reportage François-Julien Piednoir et Pascal Tribault. Combien pour ce chien dans la vitrine? Les gros, les petits, les moches, les beaux, les poilus, les tout nus, vous saurez tout sur le toutou au salon du chien. 300 races représentées, une odeur particulière, on vous prévient, 7000 chiens et autant de maîtres passionnés. La première chose dont j'ai envie quand je rentre chez moi le soir, c'est d'être avec mes chiens, de sortir, de les promener, de les caresser. C'est vraiment un bonheur. Donc c'est le paradis ici pour vous là? Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je viens sans mon mari, pour en profiter. Le salon, c'est avant tout un concours où l'on vient se montrer avec son champion. Allure correcte, le fouet pourrait être porté un peu plus gaiement en mouvement. Il y a une fierté, oui, bien sûr. C'est comme quand quelqu'un qui a fait un bel enfant, il est ravi de le montrer s'il est beau. On cache les moches, on montre les beaux, hein. Pour que c'est clair. Telle mère, telle fille, dit-on. Eh bien, Virginie ressemble à Cameline, son grand caniche plus très blanc. Elle a du rose parce que j'aime le rose, j'aimerais le bleu, elle aurait du bleu. Et ouais, je prends soin d'elle comme je prends soin de moi. Mais parfois, pour être beau, pas besoin d'artifice. Les dreadlocks, les tresses, c'est naturel. C'est naturel. C'est absolument tout naturel. Aujourd'hui, selon les spécialistes, il faudrait refaire toute l'éducation de nos chiens. 1200 écoles de chiots ont donc ouvert, car les Français auraient pris de mauvaises habitudes. C'est un obstacle d'équilibre, de sûreté de soi. Souvent, on croit bien faire en donnant à manger à son chien avant le repas de la famille, voire en lui donnant à manger à table. Lui, il interprète ça comme « je suis le chef ». Et donc, à partir du moment où il est le chef, eh bien, c'est lui qui commande. C'est ça la dérive. Le chien doit donc rester à sa place, mais quand il obéit ou sauve des vies comme celui-ci, il est bien de le récompenser, et pas seulement en croquettes.
Eh bien voilà, avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal, c'est la victoire revendiquée ce soir par le président sortant Mahmoud Ahmadinejad lors des élections présidentielles en Iran. Élections ce soir contestées par la rue et par les partisans, notamment de son principal opposant, Mohsen Mousavi. Des heurts se déroulent toujours, en ce moment même, entre manifestants et les forces de sécurité iraniennes dans le centre de la capitale, Téhéran. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain dès 13h pour le journal, puis pour 13h15 le dimanche avec nos invités Patrick Bruel et Nicolas Hulot qui commenteront toute l'actualité de la semaine. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h35, le plus grand cabaret du monde avec l'ami Patrick Sébastien. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.